Nous sommes enfin rendus en 2021. Alors, on peut mettre l'année 2020 derrière nous, mais avant de faire ça, il faut que je vous parle de mon mois de décembre. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'École du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve une fois de plus pour le Quoi de neuf du mois de décembre. Alors, un segment que j'apprécie particulièrement où on refait le tour du mois passé et je vous parle de mes expériences ludiques. Alors, comme à l'habitude, je commence avec quelques petites statistiques personnelles. J'ai joué ce mois-ci 59 parties de 23 jeux différents et là-dedans, il y en a 13 que c'était la première fois que j'y jouais. Alors, à la fin de la vidéo, je vais vous parler aussi un petit peu mon récapitulatif en statistiques de l'année. Donc, faire un petit tour des petites stats, justement, des jeux, le nombre de jeux que j'ai joués, de parties, etc. Mais avant de commencer, à chaque mois, je faisais le compte-rendu de ma résolution ludique de 2020. Alors, en début de 2020, ça a commencé un peu avec une blague. Je m'étais dit que je devais jouer tous les jeux non joués parce que j'en avais une tonne qui jouaient. Et là, JP avait ri de moi un peu en me disant que ce serait impossible pour moi de le faire. Donc, j'ai commencé l'année 2020 avec 42 jeux non joués dans ma collection. Et là, c'est sûr, cette année, j'en ai acquis à peu près 75. Donc, à ces 42-là, on rajoute les 75 et ça a fait en sorte que j'avais une tonne de jeux à jouer. Mais c'est pas mal ça que j'aime faire, jouer à des jeux. Donc, ça a été vraiment un beau défi pour moi de relever. Donc, ça a été difficile un peu, c'est certain. Bon, la pandémie mondiale, je suspecte JP d'avoir quelque chose à voir là-dedans pour pas que je réussisse ma résolution. Mais blague à part, ça faisait en sorte que je me suis concentré à essayer de jouer le plus de jeux possible. Puis jouer des jeux aussi qui étaient dans ma collection depuis déjà un bout de temps, parce qu'il y a certains titres que ça faisait longtemps que j'avais et que je n'avais pas joué. Et là, ça m'a donné un petit peu un coup de pied aux fesses pour essayer de réussir ma résolution. Et là, à chaque mois, je vous donnais un petit compte rendu, qu'est-ce qu'il y en est. Eh bien, sachez que en date du 31 décembre 2020, je n'avais absolument aucun jeu non joué dans ma collection. Et là, même que j'ai reçu des jeux à la fin de l'année, je me suis dépêché, empressé de pouvoir aligner au moins une petite partie, même si c'était pas une exploration agrandie du jeu, mais j'ai quand même réussi ma résolution ludique et j'en suis très fier. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, après mes statistiques de l'année, je vais vous donner une petite idée de quelle sera ma résolution ludique de 2021 parce que je trouve ça très agréable. Je dirais que d'un point de vue personnel, on fait souvent des résolutions, on ne les respecte pas, mais mes résolutions ludiques, j'essaye le plus possible de les faire. Mais je vais immédiatement y aller avec ma liste de jeux joués en décembre. Alors, je commence avec un jeu que j'avais très hâte d'avoir et qui est très difficile à avoir parce qu'il n'est pas vendu ici au Canada. Je sais, un peu partout dans le monde, il y a certains endroits où lesquels sont vendus, mais c'est le jeu Blitzball, la saison 2. Alors, Blitzball, c'est quoi? Ben oui, c'est dans l'univers de Warhammer. Alors, ce qui est drôle avec ce jeu-là, c'est que c'est pas nécessairement un jeu de combat entre deux. Bon, oui, un peu, mais c'est un jeu de football. Donc, du football extrême à la sauce Warhammer. Donc, avec des orques, beaucoup de crunch. Puis, je dirais que le jeu est en fait une version simplifiée du jeu Blood Bowl. Alors, Blood Bowl est un jeu qui existe depuis très longtemps, un jeu très populaire, un jeu très apprécié, mais également un jeu qui demande tout un investissement de temps et un investissement à avoir des gens avec qui jouer. Là, le jeu se joue en ligue habituellement et c'est un jeu très très populaire, mais pour ma part, je pense pas que je serais capable de jouer à ce jeu-là pendant 2 heures, 3 heures des fois, parce qu'il y a des parties qui peuvent s'avérer assez longues, surtout les premières, surtout avec des gens qui aimeraient les miniatures, qui aimeraient le football. Donc je dirais que c'est un spot difficile. Blitzball prend l'essence de Blood Bowl et le rapetisse en une partie de 30 minutes. Et là, comme je vous disais, j'ai dû l'importer des États-Unis parce qu'il n'est pas vendu ici, mais je pense que je suis très heureux de l'avoir fait parce que oui, ça reprend du football extrême en dedans de 30 minutes. Et là, j'ai un ami à moi qui aime le football. Il n'est pas fan de miniatures, mais je pense que le fait que ce soit du football, ça venait chercher un petit peu. Alors, le jeu est simplifié. C'est certain, les fans de Blood Bowl vont juste se dire, ben là, écoute, ça enlève la moitié du jeu, même plus que ça. Ben oui, mais c'est pas grave, ça le simplifie. Donc, on va avoir le ballon, on va faire des passes, on va essayer de frapper l'adversaire, de le taper à terre, de le blesser, peut-être même de le renvoyer jusqu'au banc. Et le jeu est tellement simple parce que il n'y a pas toutes les règles du football. Alors, quand je parle de football, excusez-moi, je parle de football américain.
Je sais qu'en Europe, c'est différent, mais le football américain, et là, il y a beaucoup de règles qui sont enlevées. Donc, il n'y a pas de ligne, il n'y a pas une certaine zone à couvrir, des choses comme ça. On fait des passes, on court, on essaie de se rentrer dedans, on frappe les adversaires, et c'est aussi simple que ça. Le jeu vient avec des factions différentes, et là, on peut en avoir de plus, mais j'ai vraiment apprécié mon expérience de Blitzball. J'ai très hâte d'essayer des nouvelles factions, mais aussi de rejouer, parce que j'ai pas eu l'occasion d'y jouer énormément, mais ça reste un petit jeu que j'apprécie beaucoup. Je continue avec un jeu qui s'appelle Crystal Clans. Alors Crystal Clans, pour ceux qui ont peut-être vu les images, ça ressemble beaucoup à Summoner's War, visuellement. Ça vient de la même compagnie aussi, mais c'est un jeu complètement différent. Alors dans Crystal Clans, c'est un jeu à 2 joueurs où chaque joueur va prendre possession d'un clan et va devoir jouer des créatures sur un plateau de jeu. Alors c'est un plateau de jeu assez simplifié avec des zones précises. Et là, on va mettre les cartes, donc il n'y a pas de miniatures. Les cartes servent d'unités et on va déplacer les cartes sur le plateau pour essayer d'aller affronter les autres joueurs. On va pouvoir mettre plusieurs unités une par-dessus l'autre, ils vont avoir certaines habilités, des choses comme ça. Mais le but dans Crystal Clans, c'est d'aller chercher des cristaux. Alors lorsqu'on contrôle 2 des 3 zones de cristal, on peut, si on le désire, acheter un cristal et là, le premier joueur à en avoir un certain nombre va gagner la partie, donc c'est aussi simple que ça. Ce que je trouve vraiment génial dans le jeu, c'est que premièrement, bon, les clans sont très asymétriques, sont très différents, mais c'est la gestion du temps. Et là, le temps est souvent un élément que j'adore dans les jeux de société. Et dans Crystal Clans, chaque fois qu'on va jouer une carte, le coût, ce ne sera pas en argent, ce ne sera pas en mana, ça va être sur une petite track que sur le bord du plateau de jeu. Et lorsqu'on va jouer une carte, on va faire avancer le marqueur d'un certain nombre. Par exemple, la carte coûterait 6, je prends un petit marqueur et je l'avance de 6. Et là, s'il est rendu du côté de l'adversaire, ça va être à l'adversaire de jouer. Donc les tours, c'est pas nécessairement moi, toi, moi, toi, moi, toi. C'est vraiment, on regarde le marqueur et on regarde s'il est dans ta zone, c'est à toi de jouer. Donc si le marqueur serait, mettons, à la case 10 à l'intérieur de ma zone et que je joue une carte qui coûte 4, je l'avance de 4, ben, je suis encore à moins 6, donc c'est encore à moi de jouer, et encore à moi de jouer, jusqu'à temps que le marqueur est dépassé. Donc, on a une espèce de gestion à faire de ça, peut-être de jouer des petites cartes, et là, souvent, les grosses cartes, les gros effets vont envoyer le marqueur très loin dans la zone de l'adversaire, ça veut dire qu'il va avoir l'occasion de faire plusieurs tours, un après l'autre. Donc, une gestion très intéressante. C'est un petit jeu que je trouve vraiment sympathique, j'ai pas eu l'occasion de l'explorer à mon goût, mais j'ai vraiment été surpris, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, surtout cette gestion-là du temps sur la petite track qu'on a, une espèce de souk à la corde qu'on va se relancer comme ça. J'ai vraiment trouvé ça bien fait. Je continue avec un jeu, et là, c'est un jeu que j'ai joué énormément dans ma vie. C'est rendu officiellement le 2e jeu le plus joué de ma collection. J'ai 93 parties de ce jeu-là, mais ça n'a pas de mérite parce que c'est un petit jeu. C'est Dead Man's Draw. Alors, Dead Man's Draw est un jeu qui, à l'origine, était une application cellulaire. C'est d'ailleurs un des premiers Kickstarter que j'ai financé. Donc, quand j'avais vu ce jeu-là, je trouvais que ça avait de l'air intéressant. J'avais kickstarté. Éventuellement, il y a eu une copie qui a été faite grand public. Et je sais que le jeu est distribué aussi sous le nom de Capitaine Carcasse. J'ai appris ça. À un moment donné, je l'avais montré. Je pense que c'est en Europe que c'est Capitaine Carcasse. C'est le nom du jeu. Essentiellement, c'est exactement le même jeu. Il y a quelques petits designs artistiques qui sont différents, mais c'est le même jeu. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un jeu de pousse ta chance à l'état pur. Donc, on va pousser notre chance. Ce que j'aime de ce jeu-là, c'est que c'est très facile à montrer parce que à la base, qu'est-ce qu'on fait? Il y a, je crois, 12 sortes de cartes différentes, donc des suites différentes, et chacune des suites est numérotée de 2 à 8. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a le paquet de cartes et à notre tour, on va retourner une carte. On va appliquer les effets de la carte parce que chacune des suites a une habilité différente, mais c'est très simple. Un coup, on a joué 2 fois, là, on les comprend toutes. Et ensuite, on décide, est-ce qu'on continue ou on arrête? Si on arrête, on prend toutes les cartes qui ont été mises devant nous et on les met dans notre banque. Donc, la banque, qu'est-ce que ça va être? Ça va être les points de victoire qu'on va faire à la fin de la partie pour la valeur la plus élevée de chacune des suites qu'on va avoir. Mais si on le désire, on peut pousser notre chance. Et c'est ça l'intérêt du jeu, de pousser sa chance. Donc, on vire une 2e carte. Et là, on va appliquer les effets et là, on se demande, est-ce qu'on continue ou on arrête? C'est vraiment ces petits choix-là. Et là, on va pousser notre chance des fois. Il y a des fois qu'on va tirer 2 cartes, ça va tourner la même parce que si on retrouve le même symbole, la même suite 2 fois, eh bien là, on crache et on a tout perdu. Donc, est-ce qu'on va pousser notre chance, essayer d'avoir le plus de suites différentes, de pouvoir marquer des points, ou sinon, ben, on va peut-être tomber à plat et n'avoir absolument rien. Un petit jeu très simple, mais qui est vraiment, vraiment amusant à jouer. J'ai énormément de plaisir avec ce jeu-là, et je pense que c'est une des raisons pour laquelle ça fait en sorte que c'est un petit jeu que j'ai joué énormément, c'est que c'est facile, c'est très simple et ça donne le goût d'y recommencer, et c'est un jeu qu'on peut montrer à absolument n'importe qui. Donc, Dead Man's Draw ou Capitaine Carcasse, ça a été vraiment un petit jeu très amusant que j'ai rejoué ce mois-ci. Je continue avec un Kickstarter qui avait été délayé pendant très longtemps, et là,
très longtemps. J'avais passé proche de le backer à ce moment-là. J'avais reculé, mais finalement, au final, j'ai trouvé une copie de quelqu'un qui en avait acheté une copie supplémentaire et j'ai joué à Iceborne Heroes. Alors, Iceborne Heroes est un jeu coopératif et là, le thème du jeu est vraiment sympathique. Ça me fait penser un peu à Final Fantasy ou les jeux, les JRPG que j'aime tant, les Dragon Warrior, des choses comme ça, parce qu'on a un système de classe. Notre personnage, en montant de niveau, va changer de classe. Alors, à la base, c'est un jeu coopératif où on va avoir des dés, on devra affronter des méchants et là, les dés vont servir à activer certaines habilités. Donc, oui, on va les brasser, mais ces dés-là vont servir. Alors, certaines habilités vont demander d'avoir un 3 ou un plus ou des choses comme ça. Et là, on va le placer, activer l'habilité pour essayer de vaincre le méchant. Ce qui est intéressant, c'est que plus la valeur du dé est forte, habituellement, ça va nous permettre d'activer des habilités qui sont plus fortes. Mais ça va faire en sorte également qu'on va agir plus loin dans le tour. Et là, si on agit rapidement, on a souvent des habilités qui sont moins fortes, mais qui vont nous permettre d'agir rapidement. Et si on agit rapidement à ce moment-là, on va attaquer le méchant et on ne pourra pas se faire attaquer. On va juste se faire attaquer si on est encore plus loin dans l'initiative. Alors, le concept d'initiative, de dés, de gestion est très bien fait. Il y a un mode campagne avec plusieurs histoires, des choses comme ça. Un petit jeu très sympathique. Je sais que c'est un créneau qui est très occupé, les jeux coopératifs comme ça. Et là, j'ai pas souvent l'occasion de jouer avec d'autres gens, donc, mais au moins, on peut le jouer solo. J'ai trouvé que le concept était très intéressant, surtout la gestion des dés, à savoir que oui, les dés forts vont être intéressants, mais ils vont être également une malédiction parce qu'on va jouer vraiment plus tard dans le tour, donc peut-être bien qu'on va avoir l'occasion de se faire frapper. Et qui sait, les points de vie sont tellement limités que peut-être bien qu'on n'aura juste pas l'occasion de jouer du tout parce que notre personnage va mourir. Et là, à la fin de l'émission, le principe d'upgrade est vraiment génial. Donc, on a un organigramme de classe. Donc, à partir du guerrier, on va avoir 2 choix ensuite. Et là, ensuite, on va avoir 2 autres choix. Et là, ça nous permet de pouvoir brancher comme ça à travers différentes classes. C'est vraiment le petit côté Final Fantasy que j'adore. Je continue avec un jeu qui a été un gros succès pour le peu de parties que j'ai joué. Et en solo seulement, à date, c'est Dune Imperium. Alors, premièrement, il y a beaucoup de fans de Dune. Je sais que les romans de Frank Herbert, le vieux film, et là, le film qui va arriver éventuellement, je pense l'année prochaine, je sais qu'il y a beaucoup de fans de Dune. Je m'excuse, je vais le dire, mais je connais pas vraiment l'univers de Dune. Pour ma part, c'est pas un univers que je connais. Je sais que mon frère aimait beaucoup le vieux film, mais moi, quand je pense à Dune, je vois le gros ver des sables, je vois des dunes de sable, c'est à peu près tout. Donc, je sais, il y a peut-être bien des gens qui ont vraiment aimé Dune, qui auront peut-être une opinion contraire avec ça. Donc, je ne me suis pas laissé influencer par la propriété intellectuelle. Je vais vous parler du jeu. Alors, Dune est un jeu qui m'a vraiment surpris, un jeu vraiment super. J'ai juste joué en solo et c'est certain que c'est un jeu qui mise sur l'interaction avec les joueurs. D'ailleurs, en solo, on joue avec 2 intelligences artificielles qui sont gérées avec un système de cartes hyper simple. Il y a même une application qu'on fait juste cliquer, ça nous dit où placer les petits bonhommes et ça nous dit les actions qu'ils vont faire. Donc, c'est très simple et j'ai trouvé que même en solo, il y avait une belle tension qui se faisait. Alors, dans Dune Imperium, c'est un jeu de placement d'ouvriers qui a des éléments de deck building donc, et également un élément de contrôle de territoire au milieu, une espèce de zone de conflit où on va envoyer des unités et à la fin du tour, on va régler le conflit. La personne qui va gagner le conflit va avoir des gros bonus, principalement des points de victoire. Et là, le premier joueur à avoir 10 points de victoire remporte la partie. Donc, c'est un jeu qui est vraiment excellent. J'ai vraiment apprécié. Et d'ailleurs, je pense que je vais vous le présenter sur la chaîne. Donc, je vous en parlerai pas nécessairement en long et en large présentement, ce que j'ai déjà commencé à faire, mais je vais vous réserver une belle présentation sur la chaîne pour Dune Imperium. Un peu plus tôt, tantôt dans ma vidéo, je vous parlais de jeux, que ça a pris du temps avant que j'y joue, que ça... qui était dans ma collection depuis longtemps, mais que ma résolution ludique m'a botté un peu les fesses à pouvoir les jouer. Et je vous parle de Import-Export. Alors, Import-Export était dans ma collection depuis plus de presque 3 ans, je crois. Alors, c'est un jeu qui reprend beaucoup d'éléments de La Gloire de Rome. La Gloire de Rome, un jeu de Carl Chuddick que j'adore, mais qui est malheureusement parti dans des limbes côté distribution. J'aime beaucoup le jeu et là, quand j'avais vu Import-Export, pour ma part, je trouvais ça intéressant. Alors, ce qu'on va faire, c'est un jeu de gestion de cartes, quand même assez complexe. Et quand je vous disais qu'il reprend les éléments de Carl Chuddick, ce n'est pas le même designer, mais le designer a clairement mis au clair qu'il a utilisé beaucoup d'éléments de La Gloire de Rome pour faire le jeu. Alors, dans le jeu gestion de cartes, on va devoir tenter en gros de compléter des contrats, envoyer des cargos pour pouvoir gérer des différents goods, il va y avoir différentes habilités. Alors, beaucoup de cartes, beaucoup d'habilités. Et j'ai vraiment été surpris par ce jeu-là parce qu'au départ, les règles sont vraiment pas intuitives. C'est vraiment un jeu qui est un bordel total à montrer. Et la partie que j'ai fait, parce que j'ai seulement fait une partie au début, mais là, à un moment donné, ça a comme cliqué. Puis là, OK, là, ça va bien. Et là, la gestion de cartes se fait bien. Et c'est un jeu qui est vraiment
très intelligent. Alors, pas un jeu que j'aurai l'occasion vraiment de sortir souvent, mais je pense que c'est un jeu que je vais garder quand même dans ma collection parce que je trouve que un coup on est parti, si on trouve un joueur pour pouvoir y jouer régulièrement, je pense que c'est vraiment fantastique parce que le jeu a beaucoup de choses à nous offrir, import-export. Un autre jeu que j'attendais beaucoup cette année, les Lost Ruins of Arnak. Alors, les ruines perdues de Arnak, qui est un jeu de placement d'ouvriers et de deck building avec une espèce de thème d'exploration très Indiana Jones. Alors, j'ai joué en solo. J'ai pas encore eu l'occasion de jouer avec d'autres configurations que jouer en solo, mais j'ai vraiment aimé de la façon que ça se faisait. C'est un jeu qui est très bien pensé. C'est un jeu qui est magnifique aussi, des belles pièces, des belles composantes. J'ai trouvé ça le fun. Le petit côté exploration qu'on va avoir. Et là, c'est un deck builder un peu minimaliste parce que habituellement, les deck builders, bon, on pense à Dominion, on pense à Clank, on pense à un paquet de jeux qui font rouler notre deck énormément. Dans les ruines d'Arnak, notre deck ne roulera pas énormément parce que le jeu est fait en seulement 5 tours. Et là, 5 tours, c'est très rapide pour ce qu'on doit faire, mais ça reste qu'il y a beaucoup de choses qu'on va faire. Alors, à nos tours, on va avoir une main carte, et là, on va jouer une carte, générer un effet, placer un ouvrier habituellement, et ça va faire en sorte qu'on n'aura pas beaucoup d'actions dans notre tour. Et là, les 2 premiers tours, je dirais qu'on se demande qu'est-ce qu'on va avoir le temps de faire dans la partie parce qu'on a vraiment l'impression de rien faire. Et là, un coup, le 3e tour commence à aller, notre deck commence à rouler un petit peu et là, on commence à avoir des choses intéressantes à faire. Une autre chose intéressante, il y a beaucoup d'éléments différents. Alors, on peut aller explorer, on a une piste de recherche qu'on peut faire. On a vraiment plein d'éléments qu'on peut prendre dans ce jeu-là. Et j'ai trouvé que le rendu était vraiment génial. Donc, c'est un jeu qui gagne à être rejoué. Un beau thème, très exploration, très aventure. J'ai vraiment trouvé que le jeu avait une présentation visuelle vraiment hors pair. J'ai bien hâte d'ailleurs d'y rejouer. Je continue avec un jeu que j'ai reçu qui s'appelle Mint Coopération. Alors, la série Mint vient d'une série de jeux qui vient dans une toute petite boîte en métal. Alors, il y avait eu Mint Worker, qui est un jeu de placement d'ouvriers, Mint Delivery, qui est un jeu de pick-up and deliver, donc de livraison de marchandises. Et là, lorsque Mint Coop est arrivé, il y avait un thème de super-héros et j'étais très intrigué. Je dirais que Mint Work et Mint Delivery étaient corrects. L'avantage de ces jeux-là, c'est des jeux qui viennent dans une petite boîte. C'est très pratique de pouvoir les transporter. Ça, j'ai rien à dire là-dessus. Mais Mint Coop, j'avais vraiment le goût que ce soit un bon petit jeu de super-héros, un petit thème intéressant, on va sauver dans la ville, puis tout. Et le jeu est vraiment tombé à plat. À ça, se joignent des règles qui sont mal écrites. Et là, je sais que je pense que dans la version française, en tout cas l'édition que j'avais, il y a des erreurs de règles. Je me suis fié à la version anglophone des règles, mais ça n'a pas été le succès que j'aurais voulu avoir. Encore une fois, j'avais pas des attentes qui étaient si élevées pour ce jeu-là, mais j'ai trouvé que c'est vraiment tombé à plat. C'est vraiment tombé comme, OK, c'est un petit jeu correct, mais tant qu'à ça, je pense qu'il y a une dizaine de jeux autres, petits et coopératifs que je pourrais jouer. Donc, c'est vraiment une grosse déception pour moi. Mint Coop, j'aurais aimé ça que ce soit meilleur que ça l'était. Je continue avec un jeu que j'avais déjà joué, que j'ai rejoué, et que j'étais très heureux de sortir, c'est Raccoon Tycoon. Alors, Raccoon Tycoon est un jeu qui n'a pas beaucoup de presse, il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent, et c'est un jeu que j'adore. D'ailleurs, un jeu qui va se retrouver dans mon top 100, quand même en bonne position. Alors, à la base, c'est quoi? Premièrement, il y a un beau petit thème d'animaux, des choses comme ça, mais c'est un jeu de gestion de commodité. Alors, on va devoir aller chercher des ressources, faire fluctuer le prix, essayer de les vendre à prix plus élevé. Et là, tout cet argent-là va nous servir pour pouvoir faire des enchères. Alors, les enchères, on va miser sur différentes compagnies ferroviaires, si on veut. Là, c'est avec un petit thème, encore une fois, avec des animaux, des choses comme ça. Mais on va miser sur les cartes. Et là, les mises vont aller selon l'argent qu'on va avoir fait. Et c'est très intéressant. Je dirais que j'ai beaucoup de plaisir avec ce jeu-là. Et là, c'est certain qu'à 2 joueurs, c'est peut-être pas l'idéal. C'est un jeu qui gagne à être joué avec plusieurs joueurs. Mais c'est un jeu qui est vraiment amusant parce qu'on va faire monter, descendre le prix des différentes commodités. Donc, le blé, on va faire monter le prix. On va essayer d'en prendre beaucoup. Mais là, si un joueur en prend beaucoup, l'autre joueur va essayer d'en vendre un peu pour faire descendre le prix. Et là, ça va jouer comme ça du coude. Le tout dans un rendu qui est fait dans un jeu qui se joue dans peut-être 60-90 minutes. C'est vraiment un jeu fantastique. Si vous connaissez pas Raccoon Tycoon, encore une fois, je sais que c'est pas un jeu qui a été distribué à très grande échelle, mais c'est un jeu qui est vraiment génial et il réussit à faire le concept d'enchère, le côté de gestion de ressources, de fluctuation de prix de commodité. C'est un jeu économique, mais très accessible et je trouve que pour ça, Raccoon Tycoon est vraiment un excellent jeu.
Je continue ma liste de jeux, pardon, avec le jeu L'Ascension de Thanos. Alors, si vous avez suivi la chaîne ce mois-ci, vous allez voir, j'ai fait une vidéo, je vous en ai parlé en long et en large, mais j'ai continué de jouer avec ma fille. Et là, ma fille aime beaucoup ce jeu-là. On a gagné quelques fois, le jeu reste quand même assez difficile. Je dirais qu'il faut avoir un bon départ. Si jamais on a de la misère à aller chercher les premières cartes au début, c'est certain que le hasard va faire en sorte que ça peut peut-être briser notre partie, mais c'est pas grave. C'est un jeu qui est pas très long, donc c'est amusant. Ma fille peut découvrir un paquet de super-héros et juste pour ça, ça me permet que ma fille ait un intérêt pour Marvel. Là, ça me rend de moi un papa très heureux. Donc, l'Ascension de Thanos, un petit jeu coopératif plutôt sympathique. Je continue avec un jeu, et là, avant, j'étais pas fan de jeux abstraits, mais de plus en plus, et là, c'est mon ami Mathieu qui m'avait montré ces jeux-là, la série GIF. Alors, la série GIF, premièrement, est une série de jeux avec des noms à coucher dehors. C'est des noms qui n'ont pas de sens, Tsar, Devon, Yinch, mais quand on parle de noms bizarres, c'est souvent des jeux qui vont se ressembler. Et là, c'est drôle parce que les gens disent « Ah, mais c'est quoi la différence entre ces deux jeux-là? » Savez-vous quoi? C'est deux jeux complètement différents. Et aujourd'hui, je vous parle de Tsar. Alors Tsar, au départ, c'était pas un jeu que j'avais vraiment... Dans la série que j'avais joué, les premiers, c'est pas celui-là qui m'avait le plus tapé à l'œil. J'avais préféré Devon et Yinch, que j'adore, mais Tsar était comme le troisième, que je m'étais dit, bon, à un moment donné, peut-être bien. Si ça donne, je vais peut-être l'acheter pour peut-être les réessayer. Je l'ai fait, je l'ai joué, et beaucoup à part de ça. Je dirais que j'ai peut-être joué une quinzaine de parties. J'ai un ami à moi que j'ai vu qu'il aime beaucoup ce genre de jeu-là. Et là, on a enligné les parties une après l'autre. Dans Tsar, encore une fois, on a un plateau de jeu avec des petites rondelles de plastique. Et on va devoir tenter de contrôler les zones. Donc, on va essayer de manger les pions de l'autre joueur et de faire en sorte qu'on réussisse soit à empêcher le joueur de bouger ou encore d'enlever un de ces trois types de pièces. Parce qu'il y a trois types de pièces. Au final, c'est les pièces qui sont complètes avec un point puis avec un rond autour. Donc, c'est très simple, mais c'est le genre de jeu que c'est pas vraiment facile à expliquer comme ça verbalement. Il faut le voir, il faut le jouer. Tsar a été vraiment une belle surprise d'y rejouer. J'ai vraiment apprécié ce jeu-là et c'est une série de jeux que j'adore. Donc, si jamais ça vous intéresse des jeux abstraits, je vous conseille de regarder à cette série-là. Je continue avec Under Falling Sky. Alors, Under Falling Sky, un jeu solo qu'on vous a parlé sur la chaîne. J'ai d'ailleurs fait une présentation du jeu, une critique. JP a fait une session solo. J'ai rien à redire sur ce jeu-là, mis à part que si vous aimez les jeux solo, ou si vous avez un moindre intérêt pour les jeux solo, ou si vous êtes curieux pour les jeux solo, c'est le jeu à avoir. Alors, à la base, le jeu est très intéressant. C'est un jeu où on va faire une gestion de dés, un petit look à la Space Invaders. Il va y avoir des petits vaisseaux extraterrestres qui vont descendre. Le jeu est très long visuellement et beaucoup de cartes sont alignées comme ça. Mais ce qui est vraiment génial, c'est que le jeu vient avec un mode campagne. Et là, c'est vraiment pas nécessaire. On peut jouer avec le jeu de base autant de fois qu'on le veut. Il n'y a aucun problème. Et si on désire, on peut commencer le mode campagne qui rajoute un paquet de petits éléments. Donc, ça transforme un jeu qui était déjà complet, déjà très intéressant comme ça. Et ça le bonifie pour faire en sorte que Under Falling Sky est une de mes découvertes de l'année. C'est vraiment un jeu fantastique. Je vous conseille d'y jeter un coup d'œil. Et je continue et je termine enfin avec... J'ai beaucoup de jeux à vous parler, je pense, aujourd'hui. J'ai de la jasette. Le jeu Unmatched Battle of Legends. Alors, j'en ai parlé déjà un peu à la chaîne. C'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié parce que je m'attendais pas à pouvoir jouer ce jeu-là aussi rapidement. Et là, ma fille a vu la boîte de Jurassic Park parce que, bon, premièrement, Unmatched est un jeu compétitif. Habituellement, on va jouer en duel ou en équipe et on va prendre une faction ou un personnage, affronter un autre personnage. Donc, c'est très asymétrique, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut simplement acheter une boîte. Donc, exemple, la boîte de Jurassic Park. Et là, on a deux personnages et on va pouvoir jouer. Mais si on le désire, on peut acheter d'autres choses. Là, j'ai acheté la version de Buffy. Et là, j'ai 4 personnages avec Buffy. Donc, on peut prendre Buffy contre les Raptors ou les chasseurs contre Angel. Et là, on peut mélanger tout ça. Et là, ils sortent des versions de plus en plus. Et je suis vraiment, vraiment content. Mais, je reviens au jeu. Je dirais que je n'étais pas sûr de pouvoir encore y jouer, mais ma fille a vu la version de Jurassic Park et là, elle était très intéressée. Là, je me suis dit, ah, c'est des cartes cachées. On a un deck de cartes. On doit jouer des cartes un peu... Des cartes sont secrètes et c'est en anglais. J'étais pas trop sûr, mais je me suis dit que j'allais prendre une chance et j'allais y montrer. Elle a vraiment compris rapidement. Là, j'ai expliqué les mots-clés au départ, j'ai expliqué un peu les cartes. La première partie, on les a faites à carte ouverte juste pour qu'elle puisse comprendre le jeu. Et elle a vraiment accroché sur ce jeu-là. Et j'ai vraiment aimé ça parce que c'est pas le genre de jeu auquel elle joue d'habitude. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé mon expérience. J'ai eu l'occasion de rejouer avec un ami, justement, pour pouvoir essayer d'autres factions. Et là, j'ai vraiment tombé en amour avec ce jeu-là. J'ai envie de tout collectionner, j'ai envie de tout avoir. Je tiens à dire, j'ai eu ce jeu-là dans un échange. Merci, Jeff Savoie, de m'avoir offert Unmatched. Je sais que ça n'a pas marché dans ta famille, mais dans ma famille, c'est un succès énorme. Et j'ai très hâte de pouvoir
partager une partie avec toi de ce jeu-là. Donc, Unmatched, un gros coup de cœur et c'est surtout le fait qu'il y a plein de façons différentes de jouer, plein de personnages différents. Et là, en 2021, ils ont annoncé que Marvel allait s'intégrer à ça. Donc, il va y avoir des personnages de l'univers de Marvel. Inutile de dire que je suis tombé dans Unmatched au bon moment et c'est un jeu que j'adore. Alors, ça fait le tour de mes jeux que j'ai joués du mois de décembre. Il me semble que je parle depuis longtemps. Je dirais que, là, je vous avais parlé en début de vidéo, je vous avais parlé un peu de statistiques, ma résolution ludique. Je vais juste faire un petit wrap-up là-dessus parce que, bon, vous le savez, je suis fan de statistiques et j'ai compilé mes statistiques finales de l'année. Bon, c'est certain... ça donne l'impression que je joue beaucoup et je joue beaucoup. Je suis un passionné de jeu. C'est certain que la chaîne aide à faire mon gros roulement de jeu et là de pouvoir en essayer beaucoup. Mais cette année, j'ai joué à 528 parties. J'ai joué 528 parties de jeux. Là-dedans, c'était 226 jeux différents et là-dedans, il y en a 144 que c'était la première fois que j'y jouais. Donc, malgré l'année, j'ai réussi à aligner beaucoup de parties. J'ai réussi à essayer beaucoup de jeux et c'est ce que j'aime de pouvoir essayer un paquet de jeux parce qu'il y a bien des gens qui vont dire « Ah, mais tu sais, moi j'aime mieux jouer mes jeux confortables, j'aime mieux jouer 30-40 parties de mon Terraforming Mars et c'est parfait comme ça. » Je dirais que la plupart des gens vont trouver des jeux qu'ils vont aimer, ils vont les jouer, ils vont les jouer, ils vont les jouer et la plupart des jeux gagnent à être rejoués énormément. C'est certain que nous autres à la chaîne, on a un petit peu plus, on est sur la voie rapide un peu des jeux, on enligne les jeux, on joue quelques parties, on essaie de vous présenter ça, on essaie de faire une critique, on joue assez pour pouvoir avoir vu quelques petits côtés du jeu pour pouvoir bien vous en parler, mais on va pas jouer 30-40 parties d'un jeu avant de vous faire une critique parce qu'il y a probablement un autre jeu déjà sur la pile. Donc, ça nous permet de pouvoir rouler des jeux et on apprécie. Parce que du moins, moi, j'apprécie beaucoup de pouvoir explorer autant de jeux différents. Et la chaîne me donne l'excuse parfaite, justement, pour pouvoir rouler beaucoup de jeux et pouvoir vous parler d'énormément de jeux également. Alors, également, en début de vidéo, je vous avais parlé de ma résolution ludique que j'avais réussi de 2020. Alors, j'avais commencé l'année avec 42 jeux, bon, j'en ai acquis beaucoup, et j'ai réussi à jouer à tous mes jeux non joués. Donc là, ce serait trop facile de faire les jeux non joués. Là, je suis rendu à 0, donc c'est assez facile. Je reçois un jeu, là, je peux essayer de le jouer le plus rapidement possible. Donc, c'est certain que là, je pense pas m'enligner à remonter à 20, 30, 40 jeux non joués. Donc, je me devais de trouver une autre résolution ludique, et je pense avoir trouvé une qui était quand même assez intéressante. Alors, en 2021, je m'engage solennellement devant vous, le public, à réussir ma résolution ludique qui est de jouer à 42 jeux précis de ma collection. Et là, j'ai repris le même chiffre. Je trouve ça là, bon, parfait, j'avais 42 jeux non joués. Pourquoi pas utiliser ce chiffre-là? En plus, 42, c'est la réponse universelle. Si jamais vous êtes fan, vous connaissez la référence. Je me suis dit, j'ai pris ma liste de jeux et là, je vous expliquais avec la chaîne, on a souvent beaucoup de nouveautés, on roule beaucoup de choses nouvelles, mais il y a beaucoup de jeux dans la collection comme ça qu'on n'a pas toujours l'occasion de jouer ou que, bon, il y a des nouveautés, donc on les laisse là. C'est des jeux que j'adore, c'est des jeux que je veux garder absolument, mais c'est pas des jeux que j'ai rejoués des fois depuis longtemps. Je regarde un jeu comme Deus. Deus, j'ai remarqué, ça fait 4 ans et demi que j'ai pas sorti ce jeu-là. Pourtant, c'est un jeu que j'aime, c'est un jeu que je trouve très original, un jeu qui est pas tant connu que ça de tout le monde et c'est un jeu qui mériterait d'être découvert, mais ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas joué. Donc, j'ai sorti une liste de 42 jeux dans ma collection que j'avais l'ardent désir de vouloir jouer. Là-dedans, il y a des jeux que ça fait très longtemps que j'ai pas joué. J'ai pris des jeux assez variés, quelques petits jeux en solo aussi, mais je dirais qu'il y a beaucoup de jeux que c'est des jeux qui vont souvent demander d'avoir 3 joueurs autour d'une table. C'est certain qu'on espère, on se croise les doigts pour que 2021 soit plus clémente pour pouvoir retrouver des joueurs. Mais je dirais que c'est un paquet de jeux qui m'intéresse beaucoup et que là, je visitais ma collection, je dis « Hein! C'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas joué à ça et je serais vraiment dû pour y jouer. Puis souvent, on a une nouveauté, ça roule comme ça. Donc, j'ai sorti une liste de 42 jeux différents. Et là, éventuellement, je vais vous en parler dans une autre vidéo, je pense. Mais dans cette liste-là, j'ai vraiment un paquet de titres que je le regardais et je disais « Ah oui, ça ferait vraiment ce jeu-là. » Donc, ça a été une liste très amusante à faire et c'est ma résolution ludique de réussir à jouer ma liste de 42. Mais bien entendu, entre-temps, je vais avoir un paquet de nouveaux jeux qui vont se joindre à l'aventure et que je vais devoir et vouloir aussi jouer. Donc, ça va rendre la tâche quand même assez difficile. Donc, je voulais me donner un bon challenge, je voulais faire de quoi qui était réalisable, mais c'est décidé, c'est ma résolution ludique de 2021. Et vous, avez-vous une résolution ludique? Je sais, bon, des fois, les résolutions, ça va puis ça vient, mais des fois, ça peut nous donner un petit kick pour essayer de pouvoir jouer à nos jeux, et c'est ce que je trouve très intéressant.
Alors, ça fait le tour de ma vidéo. Alors, une vidéo un peu plus longue qu'à l'habitude, mais que voulez-vous, hein, les quoi de neuf, des fois, je m'emballe. Je sais aussi que j'ai tendance à parler vite, donc j'essaie de compresser l'information. Je vous suggère d'ailleurs jamais d'écouter mes vidéos un petit peu en accéléré, parce que bon, des fois, il y a des vidéos que je fais ça comme ça, que j'écoute en accéléré. Je vous le suggère vraiment pas pour mes vidéos. Je profite également de l'occasion pour remercier les gens qui ont cru à notre Patreon. Donc, dès le départ, il y a beaucoup de gens qui ont été nous encourager sur la plateforme et je profite de cette plateforme-là, de mon quoi de neuf, pour remercier quelques personnes. Alors, je remercie Martin Dupuis, je remercie également Sylvain Roy, Josiane Lauzon, ensuite David Favre, Miguel Piette, Jessica Hébert-Mathieu, Marie Jolivette, Jonathan Le Carpentier et Vincent Mesureur, ainsi qu'un dénommé Seigneur. Son nom va venir éventuellement plus tard. Donc, à vous tous que j'ai nommé ce matin, je vous remercie personnellement. C'est vraiment agréable de voir qu'il y a des gens qui croient en nous. Puis ça nous donne le support, puis la volonté, puis le vouloir de continuer à faire qu'est-ce qu'on fait. Donc, je vous remercie du plus profond de mon cœur. Alors, si jamais vous êtes curieux de savoir c'est quoi le Patreon, alors c'est une manière de pouvoir nous encourager financièrement. Je vous invite à aller regarder dans la description de la vidéo pour voir ce que ça peut vous offrir. Et sachez que on a énormément de plaisir à faire ce qu'on fait à l'école du jeu. Ça nous fait plaisir de prendre notre temps, de prendre tout ça pour justement vous montrer un paquet de jeux. Et c'est ce qui est agréable de pouvoir partager notre passion avec vous. Alors c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!